Bonsoir à tous. Quelques petits problèmes de programmation ce soir du fait de changements à la fois de lieu et puis des quelques petits soucis d'ordre personnel à régler. Donc voilà, mais vous êtes là, vous êtes toujours là, vous êtes encore là et vous serez manifestement définitivement là sur cette émission. Donc à la fois le soir, vous savez, maintenant à 19h, le 19-20, avec cette interview. Vous allez voir, il y a de très très belles interviews cette semaine. Vraiment, je vous conseille de regarder ces versions courtes. Du reste, il y a des gens qu'on va faire monter progressivement, je pense, sur les jours de la semaine, parce que vraiment, il y a une puissance dans les invités là qui a été considérable dans la série d'enregistrements qu'on a pu faire là aujourd'hui notamment. Depuis 10 heures ce matin et de façon discontinue, donc on est dans les enregistrements de ces émissions du soir 19 heures. Et là maintenant, nous sommes en direct, donc avec François Dubois, ex-gendarme, ex-militaire, qui connaît très bien la loi de programmation militaire et qui vient nous en parler ce soir. C'est déterminant pour l'Europe aujourd'hui de savoir exactement à quel sein se vouer, quels sont les moyens qui sont dévolus pour l'armée aujourd'hui, l'armée française. Et François connaît en tant que conférencier très bien le sujet, il l'a étudié de très près et il va pouvoir nous en parler. Alors, comme tous les jours, aujourd'hui, pas de minute, mais une prière, celle de Jean-Paul II, pendant 1 minute. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos imittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a malo. Voilà, une bonne prière le soir pendant le carême, ça fait du bien et c'est tous les soirs sur la Minute de Ricardo. Jean-Paul II, cet homme qui nous a tant inspiré, tant guidé, un Polonais qui ne se reconnaîtrait plus dans la politique actuelle. J'imagine François de la Pologne, tant la Pologne aujourd'hui prend le pli de l'Occident, je dirais. Oui, c'est fort probable. C'est sûr que la Pologne suit une orientation très pro-européenne actuellement et c'est bien dommage, effectivement, puisque on voit les tentatives de rapprochement et notamment en ce qui concerne les discussions autour de notre souveraineté nucléaire. Puisque je rappelle que la Pologne a émis quand même la demande auprès de la France si c'était le cas, de pouvoir agir sur notre parapluie nucléaire à l'échelon européen, s'ils étaient menacés par la Russie. Donc tout ça, c'est purement hypothétique, mais ça montre un peu les attentions des gouvernants actuels en Pologne. Alors tu suis bien sûr toutes ces affaires de très près en tant qu'ancien militaire, en tant que conférencier, en tant qu'auteur. Du reste, t'en es où en attendant que les gens arrivent? T'en es où dans ton livre là aujourd'hui? Alors le livre, pour l'instant, il va paraître la semaine prochaine, je pense. Il sera en ligne Ah, bah c'est normalement super! Alléluia! voilà. Alléluia! Il sort Pour enfin! l'instant, je suis en phase de. C'est ça. Je suis en phase d'ultime correction. Alors j'ai déjà distribué quelques exemplaires presse, mais c'est les premiers exemplaires qui contiennent peut-être quelques coquilles à droite à gauche, mais voilà, tout ça c'est repris et la version publique qui va paraître bientôt normalement sera exempte de toute petite coquille. Bon, après c'est des petits trucs, hein, mais ça demande beaucoup de travail parce que sur 448 pages, quand on fait tout soi-même, c'est énormément de travail, de relecture et de concentration. Voilà, il a fallu que je lise le livre à plusieurs reprises. Je l'ai lu et relu et re-relu et
Six fois, tu m'as dit. 6 fois. 6 fois. Bah, et même plus. Oui, plus encore même. Plus encore. Et donc, ouais, mais après on est toujours en mode parano avant de lancer le livre. On se dit aïe, est-ce que j'ai pas oublié une petite virgule là, un petit point, un S de trop ou pas. Voilà, c'est toujours on est toujours. Mais bon, après globalement de toute façon là, même dans sa version déjà prédistribuée, il est à mon sens déjà très bien. Il n'y a que quelques petites coquilles, ça se compte sur les doigts de la main. Mais c'est voilà, il est déjà très bien. Donc ceux qui vont pouvoir le lire, mais c'est essentiellement la presse pour l'instant, je pense devrait l'apprécier. Après voilà, comme je dis, je pense courant semaine prochaine, il sera en ligne. Alors, tu vas nous dire, là encore, pendant 2 minutes, tu vas faire un exercice de style, faire un média training ce soir. 1, le titre, et 2, vendre le concept en fait de ce livre. Pourquoi ce livre? Alors, le titre, c'est captionem, donc c'est l'accusatif singulier latin du mot captio qui veut dire piéger, ou qui veut dire aussi, qui peut s'interpréter comme sophisme. Donc c'est le sous-titre d'ailleurs, c'est une cité, une technologie, un totalitarisme. Donc c'est un livre qui c'est pas forcément un livre d'anticipation puisqu'il se passe dans le temps présent. C'est un livre qui se passe en 2025, mais néanmoins ça reste une fiction parce que c'est un livre qui imagine une ville fictive complètement isolée du reste du monde, coupée des radars, effacée des images satellites et dans laquelle on a maintenu les gens depuis l'après-guerre à l'aide de narratifs et notamment au départ sanitaire, on les a maintenus dans dans un état complètement totalitaire pour tester des méthodes de gouvernance. Donc et vraiment voir les réactions des masses et les analyser. Et c'est une ville qui a toujours un temps d'avance sur nous. C'est-à-dire que ce qu'on vit, bah, elle l'a vécu à peu près 10, 15, 20 ans avant, parfois, quand la technologie le permettait, etc. Et donc aujourd'hui, à l'heure où se passe l'histoire dans le livre, la ville est complètement gérée de façon semi-autonome par l'IA. Je dis semi-autonome parce que derrière, il y a toujours des hommes quand même derrière l'IA, mais globalement, c'est l'IA qui supervise l'ensemble des données récoltées sur les individus. Donc c'est une ville où la récolte de données est une clé de voûte. Et donc ça passe par aussi des technologies transhumanistes. Par exemple, les gens ont une puce sous-cutanée qui permet une lecture immédiate de leur état de santé, mais aussi d'avoir un bilan immédiat de leur compte bancaire, de leurs données administratives. Et donc dans cette ville, tous les fichiers, et ça c'est un grand danger de notre société à venir, tous les fichiers sont entrecoupés. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de connexion entre toutes les administrations et c'est instantané. Donc, si je commets une infraction pénalement répréhensible, ma banque est au courant et il y a des lois qui l'autorisent, par exemple, à me sanctionner dans certains cas. Voilà. C'est une ville qui en plus a une activité économique qui est complètement soumise au CBDC. Donc, enfin, c'est les monnaies numériques émises par les banques centrales. Donc en fait, elle reprend tous les verrous numériques qu'on veut installer pour instaurer une forme de crédit social et un contrôle total des individus. Après, au-delà de cet aspect un peu orwellien, ça va plus loin que ça puisque il y a aussi le pan spirituel qui est attaqué. Et donc on voit aussi à travers les différentes lois, laïcité qui sont votées, tout ça, l'entreprise de destruction du spirituel, vraiment l'essor du matérialisme, et aussi aussi paradoxal que cela puisse-t-il paraître, dans cette ville, on a une société qui paraît comme ça de prime abord extrêmement libre et libertarienne, justement pour créer cette illusion de liberté. Et donc, il y a tout comme le monde dans lequel on vit en ce moment, il y a une énorme promotion de l'hypersexualisation de la société. Voilà, les gens sont très individualistes, centrés sur eux-mêmes et d'excellents consommateurs. D'ailleurs, tout est fait pour faciliter la consommation.
Et le but du jeu, c'est de rendre le totalitarisme complètement invisibilisé. C'est-à-dire que tant que les gens sont dans la consommation, ils ont l'illusion de liberté. C'est un peu ce qu'on a vécu pendant le Covid, où les gens, finalement, en acceptant d'aller se faire vacciner, ils ont pensé être libres. En réalité, ils se sont juste octroyés la liberté de consommer, la liberté d'aller en restaurant, la liberté d'aller au cinéma et la liberté d'aller sur une terrasse de café et d'aller dans des magasins sans présenter de papier. Mais voilà, ils n'ont pas compris les enjeux fondamentaux. Et donc, moi, là, j'ai un personnage qui arrive de la société extérieure par accident dans cette ville, qui arrive à y pénétrer alors que normalement, elle est impénétrable. Personne ne peut y entrer et en sortir sans mourir. Et elle, par chance, elle va réussir, elle va bénéficier d'un problème technologique qui va jouer en sa faveur et elle va réussir à s'introduire dans cette ville alors qu'elle fuyait des assassins. Et donc, elle va se retrouver petit à petit prise en charge par quelqu'un qui va accepter de l'aider, mais elle va se rendre compte que elle est dans un piège et c'est ça qui va servir de révélateur au lecteur, c'est-à-dire sa vie, elle va être piégée là-dedans et on va voir à quel point il est impossible de s'émanciper et d'essayer de quitter ce système tant il a créé une prison illusoire numérique autour de vous, quoi. Donc c'est pour ça que Captio c'est piège, c'est un piège et donc elle va essayer de s'évader et après bon je vais pas raconter comment ça se passe après mais voilà c'est un livre qui est très violent, très brutal et en même temps qui combine plusieurs styles quoi, de la romance, de l'action policière. J'ai beaucoup utilisé mon expérience d'enquêteur pour montrer le champ des possibles en matière de technologie avec les technologies actuelles, ce qu'on pourrait faire s'il y avait aucune barrière éthique. Et je pense que ça fait froid dans le dos parce que dans le livre il y a toute une partie investigation, un peu comme du temps du RSS quand vous étiez dissident, vous aviez la Stasi qui se mettait sur vous. Et ben là c'est pareil. Il y a une machine judiciaire qui s'enclenche et qui est effroyable et fait froid dans le dos. Parce qu'en plus là, elle est pilotée par une IA, donc il y a plus de sentiments, quoi. C'est vraiment, c'est voilà. Donc ça c'est pour le. C'est extrêmement bien vendu et à t'écouter, ça sera un futur best-seller. En tous les cas, moi, je suis sûr que les centaines et les milliers de personnes qui vont nous regarder ce soir vont vraiment être particulièrement à l'écoute de tout ce que tu viens de dire et seront les premiers à vouloir acheter ton livre en auto-édition. Hein, c'est bien cela. Oui, oui. Ben merci en tout cas, oui. Je pense que c'est effectivement un livre qui a un gros potentiel, je pense, ouais. Un gros Oui, potentiel réflexif, qui est très dense et très riche de concepts. Parce que j'y explique aussi un projet de société qui ressemble énormément au projet voulu par le World Economic Forum. Donc il y a un parallèle qui est vertigineux avec ça, tant ça ressemble. C'est vraiment, c'est très ressemblant. Donc il y a vraiment toutes ces notions qui viennent s'entrechoquer et ça donne un résultat très impressionnant. Oui, c'est ça, parce que ce que j'allais dire, entre fiction et réalité, finalement, on n'est plus dans la fiction et puis on n'est pas encore dans le réel, quoi. Je veux dire, il y a un positionnement qui doit être compliqué, même pour toi, en écrivant ce livre. C'est-à-dire que oui, je l'ai écrit comme ça pour vraiment perturber le lecteur. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais c'est incroyable, comme ce monde ressemble au mien tout en étant complètement différent. C'est le même en apparence, mais le totalitarisme, il est tellement invisibilisé que ça en est vertigineux. Et aujourd'hui, c'est le piège principal dans lequel tombent les masses, c'est-à-dire qu'elles ne voient plus l'emprise totalitaire qui est en train de s'abattre sur elles, hein, ces masses. Donc, c'est vraiment ce livre-là montre ça aussi. Il montre à quel point le danger vient non seulement du totalitarisme, mais surtout de son invisibilisation. Et la technologie, pour ça, est un levier phénoménal, puisqu'elle permet l'invisibilisation totale, justement, de la surveillance et du côté Big Brother de la société, quoi. On peut très bien aujourd'hui. D'ailleurs, il suffit de surfer sur Internet pour faire déjà l'objet de récolte de données et être déjà soi-même victime parfois des algorithmes. Aujourd'hui, je veux acheter un billet de train. Si dans mon historique c'est marqué que j'ai déjà consulté plusieurs fois des propositions de prix, j'aurai un prix plus cher qui me sera proposé que si j'ai effacé mon historique préalablement. C'est que des choses comme ça, mais
Mais cette société-là, c'est ça, puissance, c'est l'expression paroxystique vraiment de tout ça. Au point même que dans ce monde, les gens ne votent plus. Ils ont délégué le fait de voter à l'IA. Et j'explique par quel mécanisme c'est accepté et c'est légitimé. C'est-à-dire que l'IA, justement, étant partout, étant omniprésente, omnipotente, elle a un visuel sur l'ensemble des réactions des gens sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils regardent la télé, etc. Elle a toutes les statistiques qui tombent en temps réel et elle sait ce que revendiquent statistiquement les gens, s'ils ont un engouement pour tel ou tel candidat, etc., etc. Et c'est partant de ce postulat qu'on vend aux masses le fait que l'IA finalement choisira la personne la plus adaptée au collectif et à ce qui est réclamé par le collectif, sous prétexte que justement ça correspond à ce qui est dit dans les réseaux sociaux, etc. Voilà. Et c'est un piège puisque ça entraîne finalement une surconsommation des réseaux sociaux, etc. Et bien entendu, cette IA elle ne traduit pas une réalité objective dans les élections. Il y a toujours un contrôle derrière et les gens se font complètement berner quelque part. Donc il y a Eh ouais. et ce détail là que je décris, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui a été suggéré par Klaus Schwab au dernier World Economic Forum, c'est-à-dire d'inclure un protocole IA dans le protocole électoral pour justement essayer de proposer des candidats qui correspondraient aux volontés soi-disant des masses. Il y a un réel danger là-dedans et on a affaire d'ailleurs à des gens qui sont très axés technologie et transhumanisme dans ces sphères-là et il faut les surveiller de près parce que ces mondes-là peuvent nous amener vers des dérives extrêmement dangereuses pour nos libertés. Ça, c'est une évidence. Alors, je pensais pas partir là-dessus dans le conducteur de notre émission ce soir, mais je pense que c'est quand même suffisamment passionnant pour qu'on creuse un peu le sujet. Vous savez, c'est un peu l'esprit de la maïotique à travers ces émissions, c'est-à-dire qu'on part d'un sujet et puis tout d'un coup, il y a un mot qui fait tilt et on rentre dans la mécanique du système. Donc là, on va essayer d'en savoir plus par rapport à tout ce que tu dis là, avant de parler de la loi de programmation militaire qui était à l'origine, tout l'enjeu de cette soirée et un sujet que tu maîtrises à merveille, quitte à ce que tu reviennes plus tard nous en parler. Mais sur ce transhumanisme, en fait, et à travers le livre que tu écris là, moi, la grande question que j'ai derrière tout cela, c'est toi, en tant que croyant, en tant que chrétien, je veux dire, tu as une vision quand même positive de l'avenir. Or là, on comprend bien que là, finalement, il y a une chape de plomb au-dessus. En fait, on est tellement victime du système qu'on ne peut quasiment rien faire. On n'est qu'un grain de sable, finalement, dans cet océan qui est en train de se décider de nouvelles technologies où on n'aura plus prise sur rien. Jusqu'à présent, nos grands-mères, ma grand-mère avait l'impression de maîtriser sa vie du début à la fin, avec des aléas comme tout le monde, mais au moins on maîtrisait le tout, quoi. Ah, bien sûr, il y avait des événements extérieurs qui venaient un peu fragmenter le tout et casser une logique qui était la sienne du début à la fin de sa vie. Mais là maintenant, en fait, on est la proie du système. On est complètement dans les filets du système, dans les maillages, on est pris et on est comme un poisson finalement. Donc on est encore dans l'eau, on est dans les filets, mais tôt ou tard, on va être remonté à la surface et crever la bouche ouverte. Non, c'est un peu ça. Alors toi, en tant que chrétien, et ma question est là, et la vision, elle est où l'espérance derrière tout cela? L'espérance, c'est compliqué parce que le chrétien sait que au final, c'est lui qui gagne, c'est le Christ qui gagne. Mais à quel prix? Euh, c'est marqué dans les écrits. Je veux dire, il y aura des dommages collatéraux, ça c'est sûr. Et il y a ceux qui restent attachés à la foi. C'est grâce à eux qu'on s'en sortira. Donc il faut malgré justement les obstacles et les épreuves, il faut que les épreuves nous rendent toujours plus forts justement. C'est dans ces moments, je pense que c'est dans les moments où on est le plus exposé qu'on est aussi le plus fort. Alors c'est sûr que pour parler religion, citer du Nietzsche, c'est moyen, mais ce qui nous tue pas nous rend, nous rend plus fort. C'est aussi, voilà, on peut appliquer aussi cette doctrine à la foi catholique, parce que Donc, ceux en fait, il y ceux a qui que conservent la foi,
Même dans Ah les oui, oui. moments de difficulté, en sortiront grandis, justement. Plus l'épreuve est dure à traverser, plus on en ressort grandi. C'est le principe de la traversée, puisqu'on est en carême. C'est le principe du traversée du désert, justement, les 40 jours de Jésus. Euh, il se met dans la difficulté, il en ressort grandi. 3 fois, il est soumis à la tentation et il ne cède pas. C'est toute la beauté, d'ailleurs, de la religion. C'est que c'est la persévérance. Donc je pense que tant qu'il y aura des gens comme nous, on a gagné. Et ce sera le cas d'ailleurs, c'est marqué dans les écrits. Là-dessus, je me fais pas de soucis. Et dans le roman, il y a un personnage religieux justement. Et il y a une mise en perspective qui est faite avec ce monde matérialiste qui conduit à la réification de l'homme et à sa transformation en objet marchand. Et le religieux dénonce ce monde. C'est un monde dans lequel les gens vont chercher l'amour auprès d'une IA. Hein, on en est là. Donc c'est l'illusion. C'est l'illusion. C'est toute la différence entre le être et les temps, si on veut faire du Heidegger. C'est toute la complexité de ce monde. L'illusion d'être quelque chose, alors qu'on ne fait que paraître. C'est tout le problème du monde matérialiste une fois qu'on se coupe de la spiritualité. Il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus d'élévation. On est réduit à une fonction. Donc, et ça, c'est une thématique qui est abordée aussi dans le livre. Ouais, c'est ça. Donc, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, on n'est rien que très peu si on n'a pas ce degré de spiritualité qui nous habite. Alors, c'est vrai que tu faisais référence à l'intelligence artificielle et à l'amour. Il se trouve un truc de dingue, mais que je partage cette expérience, parce que je trouve qu'elle est quand même incroyable, d'un de mes amis qui a fait vraiment des études extrêmement poussées, qui a une désillusion sentimentale extrêmement forte aujourd'hui. Alors que j'ai eu au téléphone ce matin très tôt pour essayer de le rasséréner, essayer de le faire parler. Il avait besoin de parler, ce pauvre homme et tout. Et il m'a dit la seule solution pour que je retrouve mon ex, c'est de passer par l'intelligence artificielle. Donc, tiens-toi bien, il a pris son logiciel, la d'IA, je sais pas quoi, là. Il a exposé la situation de A à Z. Il a dit, voilà, j'étais avec, on va l'appeler Monique, hein, j'étais avec Monique, ça fait 30 ans, on a 3 enfants, il s'est passé ça, un jour, il y a eu un événement terrible, truc, elle m'a trompé, elle est partie avec je sais pas qui, et puis donc il a rentré en fait toutes les données dans l'intelligence artificielle, toi, maintenant on est séparés, et la question à la fin, c'est comment puis-je faire aujourd'hui pour la récupérer? Comment puis-je faire aujourd'hui pour la récupérer? Alors, je lui ai dit, mais c'était quoi la réponse de l'intelligence artificielle? Ah, bah écoutez, en fonction de toutes les données que tu nous as données, je crois qu'il tutoie, il se trouve que, compte tenu des planètes et de tout ce qui est en train de régner autour, la femme est aujourd'hui soumise à tellement d'aléas métaphysiques que ses sentiments sont aujourd'hui perturbés en ce qui te concerne. Donc, si tu la suis, elle va te fuir. Si tu la fuis, elle te suit. Donc, il faut la fuir pour qu'elle te suive. Donc, tu ne donnes pas de nouvelles jusqu'au 25 mars. Et si le 25 mars, elle ne répond pas, en fait, à tes demandes, mais l'intelligence artificielle lui donnait quand même une chance en lui disant c'est encore très aléatoire tout ça et je pense qu'elle va revenir parce qu'elle a des sentiments vis-à-vis de toi. Mais si 25 mars t'as pas de nouvelles, c'est mort, tu peux passer à quelqu'un d'autre. Non, mais t'imagines, le type il a fait les secs, il a fait les secs. Oui. Mais ce que tu dis là, bon, tu dis l'IA, elle dit, je pense, en réalité, elle ne pense pas. Elle donne l'illusion de penser. C'est aujourd'hui, c'est vrai que c'est troublant tant certaines réponses apportées peuvent être précises, peuvent être solidement argumentées, mais en réalité, elle ne fait qu'un recueil de données pour en faire une synthèse en fonction des orientations qu'on a nous-mêmes données dans la question. Donc c'est une illusion de pensée, alors qu'en réalité c'est une synthèse avec derrière ramené à des formes de probabilité et des calculs de probabilité. Elle prend en fait ce qu'il y a de bon à prendre
et ensuite elle met ce qui semble être le plus probable en fonction des éléments qu'on a demandé dans la question, etc. Et donc après elle articule tout un schéma comme ça, un peu comme une carte cérébrale quand on la représente. C'est un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, les IA, ce qu'on appelle les IA génératives, donc ce sont les IA type ChatGPT, Llama, etc., fonctionnent maintenant sur des principes comme ça d'apprentissage profond. On développe les IA génératives aussi sur des principes qui recopient les réseaux neuronaux. On fait des réseaux neuronaux virtuels etc., pour aboutir à ce genre de résultats. Donc, c'est des espèces de C'est quoi les cartographie de données réseaux, et c'est quoi d'algorithmes. les réseaux neuronaux virtuels? Réseaux neuronaux virtuels. Bah, ce sont des réseaux en fait qui fonctionnent à l'image des réseaux neuronaux du cerveau, c'est-à-dire qui se lient et qui lient les informations entre elles en fonction de certaines données, et tout ça, ça évolue très vite parce que le problème actuel de l'IA d'ailleurs, c'est la consommation de ressources. En fait, les besoins d'énergie, ils augmentent, je crois, de façon quadratique en fonction des données qu'il y a en entrée. Donc, plus on a de données qu'on fournit à notre IA, plus les puissances de calcul requises sont phénoménales et plus la consommation derrière, effectivement, en énergie est importante. Donc aujourd'hui, le C'est challenge pas très pour écolo, l'IA. C'est pas très écolo, l'IA. non, c'est pas écolo du tout. Je crois que j'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais effectivement, ne serait-ce qu'en consommation d'eau, l'année dernière, c'était 5 milliards de mètres cubes. C'est plus que la consommation de la Finlande pour la consommation des IA, que ce soit pour la production d'électricité ou pour les refroidissements des circuits divers. Mais en dehors de ça, justement, le challenge économique actuel, c'est d'avoir des IA qui soient à la fois performatives et économes en énergie. Et c'est pour ça qu'on développe des nouvelles méthodes de calcul, hein, enfin comme DeepSeek par exemple, ou alors Google Titans, qui fonctionnent sur des schémas différents. Et on s'inspire beaucoup d'ailleurs des schémas biologiques humains bah, pour ces raisonnements, puisque le cerveau est capable de faire le tri et d'oublier justement certaines informations pour en optimiser d'autres et pour optimiser aussi certaines autres formes de mémoire, etc., etc. Donc on regarde un peu comment ça fonctionne et on crée des modèles d'IA qui se calquent un peu sur ça. Google Titans, par exemple, c'est une IA qui est en cours de développement, qui est qui fait l'objet de recherches actuellement chez Google et qui fonctionne sur des principes de sélection de données et sur différentes méthodes, donc des méthodes qui arbitrent entre les données, combinées à des méthodes en fait qui vont chercher dans la mémoire profonde, qui font le tri aussi là-dedans. Et donc c'est des combinaisons comme ça de plusieurs méthodes qui permettent d'économiser le fait d'avoir recours à l'ensemble des données pour faire un tri là-dedans. Donc ça fonctionne un peu comme le cerveau humain. C'est-à-dire qu'il y a une partie des données qu'a l'IA, elle va volontairement l'oublier pour traiter des données qui se concentrent plus sur la question posée. Et ça va permettre de faire des gains d'énergie phénoménaux. Et quand DeepSeek est sorti d'ailleurs, euh, la concurrence était telle en matière de gains d'énergie qu'elle a fait dévisser complètement le marché de la tech américain sur la bourse. Parce que derrière, il y a des enjeux. Aujourd'hui, les IA, elles sont utilisées dans toutes les applications, que ce soit dans l'ingénierie, l'industrie ou autre. Et donc, ça a un coût. Quand j'ai une IA, en fait, elle génère un coût parce qu'elle a une consommation. Et si je réduis cette consommation en énergie, je réduis le coût de mon IA, donc je réduis le coût de production finale de mon objet. Donc, ça a des conséquences phénoménales sur le marché mondial à chaque fois. Alors, effectivement, on va demander à l'IA si le livre de François Dubois va être un best-seller. Réponse de l'IA, on attend le 25 mars. C'est ça. Bon, alors on va passer au deuxième sujet du jour parce que il y a quand même une crise internationale là qui t'intéresse de près, toi en tant qu'ancien militaire. J'imagine que tu regardes l'actualité. Alors c'est vrai que t'as pas beaucoup de temps, on aura compris à travers les différentes relectures de ton livre, mais quand même, tu regardes ça de très près. Qu'est-ce que tu penses de ton analyse dessus, toi qui es un fin analyste
de ce qui se passe aujourd'hui et de ce plan de paix qui semble être, en tout cas en partie, accepté par la Russie, le plan de paix de Trump. On peut l'appeler comme ça. C'est lui qui a la main, c'est Oui, Trump qui a oui. la main, d'après toi ou pas? Pardon? J'ai pas entendu, Qui a ça a la main? coupé. Qui a la main aujourd'hui, d'après toi? C'est Trump ou Poutine? Ah, je pense que c'est en partie Poutine. Néanmoins, Trump a joué un rôle prépondérant, mais Poutine a quand même un avantage et un certain confort dans la situation, je pense. Tout comme il a aussi intérêt. En fait, ça reste un équilibre subtil hein, quand même, mais il a quand même aussi intérêt à abonder dans le sens de Trump parce qu'il peut pas non plus se permettre de se mettre les États-Unis à dos dans la configuration actuelle du monde. Maintenant, ce sont des gens qui vont trouver un intérêt commun en réalité derrière la fin du conflit en Ukraine. C'est ça qui est le plus important. C'est pas de savoir si finalement Poutine est plus gagnant que Trump dans l'histoire, puisque c'est du gagnant-gagnant pour les deux. En réalité, c'est le monde multipolaire donc qui s'oppose maintenant à l'ancien monde progressiste, atlantiste, universaliste, tel qu'il était Socialiste. encore sous l'ère Biden. Donc c'est vraiment ce monde-là qui est en train d'empiéter sur l'autre et qui déstabilise profondément justement cette synarchie. On pourrait appeler ça comme ça, une forme de synarchie hein, progressiste qui exerçait un pouvoir justement et qui avait une vision de la géopolitique qui s'articulait plus autour de la vision qui était impulsée par Brejnev par exemple, donc qui considérait que l'hégémone, alors là Brejnev à l'époque parlait de l'hégémone américain, mais les mondialistes c'est à travers les États-Unis parce que c'est la première puissance mondiale qui voyait le mondialisme. Mais les États-Unis ne sont pas le mondialisme. Les mondialistes sont une entité qui est apatride, mais ils se servaient, tout comme ils se servent actuellement de l'Europe, de la nation la plus forte pour piloter leur projet. Et jusqu'à présent, ils avaient la main sur cette nation-là. Aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Et ce concept mondialiste avait cette vision justement de la conquête du bloc eurasien parce que c'est bien ce que dit Brejnev, hein, qui a été quand même conseiller à la Maison Blanche pendant des années et des années, hein, sous Carter, Obama, etc. Il disait que, et il commence d'ailleurs son livre Le Grand Échiquier par ça, c'est celui qui contrôle le monde doit contrôler l'Eurasie. Et pour lui, dans son livre, il dit tous les grands conquérants l'ont compris. Et pour lui, c'est pour ça que d'Alexandre le Grand jusqu'à Hitler, en passant par Napoléon, tous, à un moment, ont essayé de conquérir la Russie. Et donc, et ça reste, c'était l'objectif de l'OTAN. Autant que Trump envisage de lâcher petit à petit, ou du moins de ne plus financer. Parce que, justement, on est dans une phase de réarticulation totale du monde vers un monde multipolaire. Donc, finalement, c'est gagnant-gagnant pour la Russie et pour les États-Unis sur le plan géopolitique, dans leur vision globale de la géopolitique, mais aussi sur le plan idéologique, parce qu'ils ont un certain alignement idéologique face à ce monde progressiste. Parce que le progressisme, c'est pas que les mondialistes, c'est aussi l'idéologie qui accompagne le mondialisme, c'est-à-dire l'idéologie woke, parce que pour avoir ce résultat mondial, cette universalisation du monde, ce lissage civilisationnel, il faut mélanger. Il faut dissoudre les nations. Donc là, on voit bien qu'on a justement deux pays, avec l'Amérique et la Russie, avec les États-Unis et la Russie, qui ont décidé d'aller à l'opposé de cette voie aujourd'hui. Et voilà, donc c'est vraiment un rapport de force à l'échelle mondiale. Et puis aujourd'hui, il y a l'Europe au milieu de tout ça, et l'Europe, c'est le dernier bastillon de cette synarchie, et c'est le dernier bastillon par lequel cette synarchie entend continuer à exister et peut-être reprendre les rênes par la suite. C'est-à-dire que là, il reste actuellement un peu plus de 3 ans, donc 3 ans et 3 quarts à faire à Trump, parce que ça passe très vite. Il est élu pour un mandat de 4 ans. C'est demain, ça. Ça veut dire que, et c'est là qu'on en vient à la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, en France,
les budgets des armées sont ont été adoptés et les stratégies définies pour un horizon 2030, 2030, voire 2035. Et ça, j'y reviendrai un peu quand on parlera de la loi de programmation en détail. Et concomitamment à ça, il y a aussi l'Europe qui, et ça on l'a vu tout récemment, Ursula von der Leyen, qui passe l'article 112 pour adopter un budget de la défense européenne de 800 milliards. Donc l'article 112, c'est pour le passer de force, hein, de toute façon. Donc que ce soit voulu ou non, il rentre dans cette voie-là. 800 milliards d'euros qui vont être investis justement dans l'industrie militaire et dans les dépenses, dans l'appareil militaire, le financement militaire de l'Ukraine, etc., etc. Donc on s'inscrit vraiment dans cette dynamique. Et ce qu'entendent faire justement ces gens qui œuvrent pour cette synarchie, je la décris comme ça, mais on pourrait aussi parler d'oligarchie apatride, hein, puisque ce sont des puissances, je répète bien, apatrides. Hein, ce sont tous les chefs d'État actuellement en Europe sont des pantins de ces gens-là, mais ils ne représentent en rien les nations. Il faut bien comprendre, ça. C'est-à-dire que derrière, il y a une dynamique vraiment mondialiste. Et on parle là aujourd'hui en Europe, on peut parler d'euro-mondialisme. Ça, c'est une évidence. Et donc, tous ces gens-là s'inscrivent dans le même programme militaire pour être prêts, comme on dit dans l'armée, préa en mesure 2, à l'horizon 2030. Ça veut pas dire qu'on va faire la guerre, mais ça veut dire qu'on sera en capacité matérielle de la mener. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est strictement impossible. Quand la loi de programmation militaire est parue en 2023, j'ai tout de suite alerté dessus, en même temps que je l'ai tout de suite analysé, et j'ai tout de suite dit dès 2023 quelle était la démonstration de toute façon que l'armée française n'était pas opérationnelle et qu'elle entendait se rendre opérationnelle en vue de réaliser justement ce qu'on appelle une guerre chaude dans le cas d'un conflit de haute intensité à l'horizon 2030, et qu'elle ne pourrait pas le faire avant, et que l'horizon 2030, c'est l'horizon qu'elle se fixe si elle parvient à atteindre ses objectifs, elle parvient à atteindre ses objectifs. Alors on peut se poser la question, on peut se dire aussi, pourquoi dans un tel contexte on adopte déjà une telle rhétorique de guerre? Et en réalité, il faut préparer les masses à ces investissements, puisque je rappelle que la loi de programmation militaire, c'est 413,3 milliards injectés sur un peu moins de 7 ans. Donc il va falloir sortir tout cet argent. Et il faut justifier dans un contexte où l'humiliation a été sans précédent, puisque l'Europe s'est clairement investie à 100% dans cette guerre en Ukraine. Les médias ont menti de façon éhontée, et aujourd'hui on leur annonce que c'est terminé, que la Russie a gagné et que ça va aboutir sur la paix. Donc il faut faire du révisionnisme, on va dire, changer le discours, trouver les arguments. Et en fait, les seuls arguments qui leur restent, c'est on ne veut pas la paix. Ça doit continuer. Et donc il faut créer un ennemi finalement fictif. Et quand je dis fictif, c'est-à-dire fictif dans les faits réellement, parce que la Russie n'arrivera jamais, d'initiative n'irait jamais attaquer l'Europe et se retrouverait jamais aux frontières de Paris, où les chars russes ne rouleraient jamais sur les Champs-Élysées. Mais par contre, c'est un ennemi bien réel, dans le sens de ce que je viens de décrire, pour cette synarchie. Donc l'ennemi, il est bien réel pour eux, mais il est fictif pour nous. Et le but, là, c'est de rentrer dans une rhétorique de guerre pour que les masses suivent, pour défendre les intérêts justement de tous ces gens, de tous ces. Et d'ailleurs, c'est très lucratif parce que derrière, on a l'industrie, le complexe militaro-industriel, on a les grands fonds d'investissement. Quand on regarde toutes ces entreprises qui injectent, qui reçoivent en fait les milliards des contribuables français, en fait, c'est une chaîne financière qui est déjà bien rodée. C'est-à-dire qu'on prend l'argent des Français et on la met dans la poche de tous ces industriels. Et tout ça, c'est blanchi par la guerre. C'est-à-dire qu'on achète du matériel qui sert sur le terrain et en attendant, l'argent finit dans les poches de ces gens-là. Voilà, Dassault Industries, par exemple, prend l'argent. Il prend l'argent et dans Dassault Industries, il y a 6% des parts qui sont détenues par BlackRock.
Hein. Donc la stratégie même de Dassault Industries est très influencée par BlackRock. Et quand Dassault gagne de l'argent, BlackRock gagne de l'argent, etc., etc. Donc Mais c'est une dynamique François, comme ça. François, mais quand on t'écoute, on a vraiment affaire aujourd'hui à une mafia avec de Ouais, l'argent qui rentre dans des formes de lessiveuses, en quelque sorte, pour enrichir toujours les mêmes. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si tu voulais pousser même le vice plus loin, derrière, il y a aussi tout le marché de contrebande qui consiste à recycler cet armement après pour le racheter dans les banlieues. Aujourd'hui, D'accord. quand mes anciens collègues perquisitionnent dans les quartiers, ils trouvent dans les caves des armes qui sont estampillées OTAN maintenant, parce que ça C'est vient ça. d'Ukraine. Des Et ça Kalachnikov à, alimente, des Kalachnikov à 300 euros dans les banlieues de Marseille, il paraît aujourd'hui, qui viennent oui, de là-bas. mais ce que je te dis, c'est que aujourd'hui, enfin dès aujourd'hui et demain, c'est plus des Kalachnikov que tu vas trouver, c'est des HK 416, c'est des armes, enfin voilà, c'est des armes de l'OTAN quoi, ou des C'est ça. fusils d'assaut Et, M4 ou des voilà. ah ouais. Donc ça c'est si tu veux et bon en dehors de ça, on rentre aujourd'hui dans une rhétorique guerrière parce qu'il faut sauver l'honneur du président, il faut booster aussi quelque part la comment dire le président, hein, il a besoin hein, de notoriété là parce que il était au fond du trou, je le rappelle. Et quelque part, cette rhétorique de guerre, elle est aussi très orientée par rapport aux objectifs stratégiques qui sont fixés par la loi de programmation militaire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la loi de programmation militaire n'envisage pas forcément une augmentation de, du nombre d'effectifs de militaires d'actifs professionnels. C'est-à-dire qu'elle est envisagée, mais pas dans une grande mesure. En revanche, on entend augmenter les effectifs militaires par l'augmentation de la réserve opérationnelle. C'est-à-dire prendre des citoyens français lambda et les incorporer dans la réserve. Donc, ils feront leur métier habituel tous les jours. Et en cas de problème ou s'ils sont appelés, eh ben à ce moment-là, ils viennent en tant que réservistes. C'est quand on regarde le détail de la loi, le principal axe en matière de renforcement des effectifs. C'est celui qui est le plus mis en avant. Actuellement, on a 40 000 réservistes. Il y a 80 000 réservistes qui sont escomptés à l'horizon 2030, suivant la loi de programmation. Et si on regarde le rapport annexe dont je parlais tout à l'heure et qui est le plus intéressant là-dedans d'ailleurs, c'est 105 000 hommes d'ici 2035. Donc aujourd'hui, si on veut des réservistes dans un contexte où le recrutement de l'armée n'a jamais été aussi difficile, aujourd'hui personne ne veut, en réalité, mis à part les sondages bidons qu'on nous fait là actuellement, personne ne veut aller se faire trouver la peau pour Macron. Personne n'aime Macron, c'est très compliqué et il faut réussir à rendre l'armée attractive. Moi, je vois déjà en tant que ancien cadre de la gendarmerie les difficultés qu'on avait à recruter au sein de la gendarmerie. Je connais des gens dans l'armée, c'est pareil, ils ont beaucoup de difficultés pour avoir, et je parle de difficultés de recrutement pour avoir aussi du personnel de qualité. Hein, parce que il faut voir que on peut recruter, on recrutera toujours, mais quand on est en difficulté de recrutement comme on l'est actuellement, on est obligé de baisser les exigences et les seuils de recrutement, que ce soit intellectuel ou physique. Donc, euh, ils sont conscients de cette problématique et ce discours sert aussi à galvaniser un peu les Français et à remettre en avant une forme de nationalisme. Alors, ce qui est très paradoxal d'ailleurs, c'est que ce sont des mondialistes qui vont utiliser aujourd'hui l'arme du nationalisme pour recruter et faire leur sale besogne. Donc ça, c'est encore pire. Je trouve que c'est quelque chose qui est complètement indécent. Et on va entendre dans les médias, si c'est pas déjà le cas, une rhétorique maintenant qui va devenir complètement nationaliste et patriotique. Alors là, c'est juste hallucinant. Et le plus hallucinant, c'est aussi ces gens qui se revendiquent nationalistes dans certains partis politiques, mais qui vont soutenir cette politique pro-Ukraine. Donc là, ça montre que ces gens-là sont des pièges. Ce sont des pièges électoraux, des pièges politiques, puisque on ne peut pas cautionner cette politique-là
d'un côté, qui est une politique complètement vassalisée à cette synarchie apatride, et dans le même temps, revendiquer une nation forte, parce qu'une nation forte, ça passera forcément par une souveraineté et une émancipation, donc une capacité d'être autonome sur le plan géopolitique, comme la France que voulait De Gaulle, par exemple. Voilà, mais et donc ces gens-là rentrent en dissonance totale. Tu penses à qui concrètement? Au RN? C'est ça, c'est le parti que tu vis? Ouais, Knafo, Bardella et consorts, tous ces gens-là, ouais. Les Rochdy et compagnie, tous ces gens qui d'un côté sont prétendument nationalistes et de l'autre, dès qu'on les attaque sur le terrain de l'Europe, on voit qu'ils sont européistes. Si on défend l'Europe, l'euro et ses intérêts et qu'on défend l'Ukraine, on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas s'émanciper de ce système. C'est pas possible. Le système que je viens de décrire, c'est le système qui nous vassalise actuellement. C'est le même qui vassalisait les États-Unis avant l'arrivée de Trump. Et donc il faut bien le comprendre. Il faut pas raisonner avec ces gens-là. Il faut pas raisonner en nation. Il faut raisonner en emprise d'une caste. C'est une caste de personnes qui a une emprise financière sur les États. Ils ont perdu les États-Unis, ils ont perdu le numéro 1, ils sont extrêmement en difficulté. Et il reste nous. Donc les gens qui veulent rester dans l'Europe actuellement n'ont rien compris. Alors c'est le tout et l'inverse du tout, quoi. C'est les valeurs et les contre-valeurs. C'est ça en fait, une forme de contrôle total sur les masses. C'est prôner le tout et prôner le rien à la fois, quoi. C'est la thèse et l'antithèse. C'est ça qui est dingue. Ils sont partout, quoi. Comme tu dis, ils prônent le souverainisme tout en étant mondialistes, alors que les mondialistes sont souverainistes également quand il en est question et quand ils en ont besoin. Donc c'est lié à leurs intérêts propres au moment voulu. C'est comme au moment du Covid de dire c'est pour votre sécurité, alors qu'on savait que ça allait à l'encontre de la sécurité. Donc là aussi, c'est le même mécanisme en fait qu'ils emploient. Ils couvrent ce que tu dis, tu emploies le terme d'antithèse et de synthèse, c'est exactement ça. Là on est dans la dialectique, c'est ce que tu décris. Et c'est ce que je décrivais tout à l'heure aussi quand on parlait de la société totalitaire qui d'un côté pouvait être très totalitaire et de l'autre pouvait être extrêmement en apparence libertarienne. C'est deux choses qu'on oppose. Hein. C'est une thèse et une antithèse et qui donnent pourtant la synthèse parfaite de ce que représente aujourd'hui le néocollectivisme européen, quoi. C'est ce que j'expliquais dans mon livre. Et ben cette antithèse et ces thèses, on les trouve à tout niveau justement, et effectivement à chaque fois. Donc ça c'est une approche qui est très intéressante. Ah ouais. Alors cette loi de programmation militaire, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Est-ce que véritablement, parce qu'il y a un autre aspect qui intéresse les Français qui nous regardent là aujourd'hui, les gens ont véritablement peur aujourd'hui que leur PEL, leur PEA, leur plan d'épargne et je sais pas quoi, leur soit quasiment confisqué, quoi, du jour au lendemain. Est-ce que toi, d'après ce que tu sais, toi qui as étudié le problème, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il faut sortir cet argent-là des banques ou est-ce qu'il faut au contraire faire confiance à la Providence? Oui, ça va se faire. Ça va se faire de toute façon. Alors, on va pas prendre l'épargne des gens comme ça et la faire disparaître. Je pense qu'on va leur faire placer de l'argent sur des placements bien étudiés qui vont financer, qui risquent de servir à financer effectivement certains types d'industries. Voilà, je pense que ça va plutôt être fait comme ça. Le but étant de préparer mentalement les gens justement à cet esprit de sacrifice. Et quelque part, tout à l'heure, quand je parlais de l'idéologie un peu davosienne de cette synarchie, il faut penser que jusqu'à présent, elle n'a fonctionné que par des narratifs qui exigent des masses un esprit de sacrifice. C'est-à-dire que ce soit le narratif sanitaire, sécuritaire, environnemental, à chaque fois c'est présenté comme une nécessité pour le bien collectif. C'est pour ça que j'emploie souvent le terme de néocollectivisme, parce qu'on réclame de grands élans collectifs de la part des gens. Et ça, c'est toujours fait sous couvert d'esprit de sacrifice, par l'exposition d'une situation effrayante.
Aujourd'hui, on est arrivé avec l'effondrement de ce monde de ce monde tel que le voulait le WEF et l'essor de la multipolarité, on est arrivé finalement à l'essoufflement de ces narratifs. Et ça va se casser la figure parce que si les États-Unis ne suivent plus la politique environnementale, ils se retirent des accords de Paris, etc. On va se retrouver isolé. Et donc il reste encore une possibilité, encore un narratif qui va faire jouer sur l'esprit de sacrifice et la peur, c'est celui de la guerre. Et donc il faut justifier par cette rhétorique le fait qu'on puisse ponctionner encore et toujours de l'argent aux Français et qu'on puisse exiger d'eux de nouveaux sacrifices. Ça peut passer par l'épargne, ça peut passer aussi par le recul de la retraite, etc., etc. À partir du moment où on crée un ennemi qui fait réellement peur, on peut inventer tout et n'importe quoi. C'était comme avec le Covid. C'était nous sommes en guerre contre le Covid. Aujourd'hui, c'est nous sommes en guerre contre les Russes. Et les Russes vont être probablement diabolisés justement au point que les Français soient prêts à tout pour pas les avoir à leur porte. Donc le discours médiatique est extrêmement important dans cette affaire. Ça, de toute évidence. Alors effectivement, oui, c'est plus le Covid, c'est le coronavirus, qui est un nouveau virus en fait. Coronavirus. Oui, c'est ça. C'est ça en fait. Hein. Mais effectivement, donc la loi de programmation militaire, comme je disais tout à l'heure, c'est approximativement 413 milliards, mais il y a aussi l'Europe qui injecte 800 milliards dans l'économie de la défense et qui, sur ces 800 milliards, va emprunter beaucoup d'argent. Et ça, c'est une annonce qui a été faite justement le 14 mars. Donc il va y avoir des emprunts faits par l'Europe. Donc il y a tout un circuit financier qui se met en place, un circuit encore de surendettement et dans cette logique. Et en même temps, il y a du fait de la réarticulation géopolitique du monde et de l'abandon de la politique de défense américaine de l'Europe, parce que c'est ce qui se passe. Et il faut pas oublier que l'Europe a été vassalisée aux États-Unis durant moult décennies et que aujourd'hui elle se retrouve à poil entre guillemets parce que elle avait confié l'intégralité de sa défense quasiment aux États-Unis et à l'OTAN. Il faut rappeler que les États-Unis finançaient l'OTAN à hauteur de 22% jusqu'à l'année dernière et que la part des financements européens était minime, de l'ordre de 1% jusqu'à 5% maximum, suivant les pays. Donc aujourd'hui, on se retrouve complètement à nu et donc dans la nécessité géostratégique de se réarmer. Et ça, c'est quelque chose qui a été anticipé donc en 2023, quand on a compris que de toute façon, vu ce qui se passait en Ukraine dès 2023, on n'était même pas capable de tenir 3 jours sur le terrain. Ça, on l'a compris déjà depuis 2 ans en réalité. Ça fait déjà 2 ans qu'on le sait, qu'on est les grands perdants de l'histoire. Donc, il faut justifier maintenant tout ce réarmement. Voilà. Et ce qui est dangereux, c'est qu'une fois l'Europe réarmée, quelle sera la situation du monde? Est-ce que l'Europe sera réarmée et qu'elle assurera en fait une dissuasion, ou est-ce qu'elle utilisera ça pour mener à bien le projet des mondialistes? Ça, c'est la question qui dépendra aussi énormément des personnes qui dirigent les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, etc. en temps voulu. Mais ça, pour l'instant, c'est encore très loin. Enfin, très loin. C'est 4 ans, quoi. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui à travers ce que tu nous dis là et qui est absolument intéressant, mais à la fois quand même réconfortant. C'est la bonne nouvelle de la soirée, c'est que dans les effectifs militaires, il n'est pas prévu immédiatement, en tous les cas, qu'on réquisitionne tous nos enfants pour partir et gonfler les rangs de l'armée. C'est bien cela, c'est ce que tu disais, quoi. Ce serait éventuellement, potentiellement des réservistes, mais je veux dire, ils sont pas mobilisables immédiatement, quoi. En tout cas, c'est pas prévu. À ce moment-là, je rentre dans les détails techniques de la loi parce qu'effectivement, c'est une question qui est très intéressante. La réquisition des personnes morales, physiques ou des services est prévue par l'article 47 de la loi qui renvoie à l'article L 2212-1 de mémoire du Code de la défense. Donc cet article, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit effectivement la réquisition, comme je l'ai dit, des personnes physiques et morales, c'est important, et aussi des services en cas de menace
clairement identifiées, mais également, et là je reprends le mot qui est dans le texte, de menaces prévisibles. Prévisibles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souligné il y a 2 ans déjà, en disant attention, ils sont en train d'élaborer un système de réquisition qui a d'ailleurs le terme prévisible est apparu finalement assez récemment puisque autrefois il n'existait pas. Il y a toujours eu des lois de programmation militaire. C'est pas la loi de programmation militaire actuelle, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un nouveau phénomène. On a toujours orienté les budgets, défini les stratégies, etc. Mais ce terme prévisible quelque part c'est une nouveauté. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, en réalité, les probabilités de guerre chaude dans le cas d'un conflit de haute intensité sont relativement réduites à l'heure où on parle. Pourquoi? Parce que de façon très objective et matérielle, l'armée française et par extension l'armée européenne n'est absolument pas en capacité de tenir un conflit actuellement sur les 1300 kilomètres de front en Ukraine. C'est pas possible. Et quand bien même elle le ferait, elle a à peu près les ressources pour tenir 48 à 72 heures en matière de munitions. Il faut savoir que des fois, ça peut être du 6000 obus jour qui est tiré en Ukraine, voire plus. Donc il y a le problème de munitions, mais il y a également aussi une logistique dans l'armée française qui est désastreuse, dans le sens où aujourd'hui on a beaucoup de véhicules qui sont comptabilisés dans nos parcs mais qui ne fonctionnent plus. Ils sont réparés avec les moyens du bord. Il y a un manque d'effectifs en matière de soldats pour un tel conflit. Donc il y a plein de problèmes divers et variés qui feraient que aujourd'hui, si on rentre dans un conflit, c'est du suicide, c'est un suicide total. Et sur le plan du sérieux, c'est inenvisageable. Si on y réfléchit sérieusement, c'est inenvisageable. Donc la loi de programmation militaire, elle n'a pas pallié à ça. Même avec l'arme nucléaire, même avec l'arme nucléaire. Mais l'arme nucléaire, on a oui, on dispose de 290 têtes quand la Russie a le plus gros parc nucléaire au monde, a plus de 6500 têtes, je crois, et à peu près 2 à 3000 qui doivent être opérationnelles. Donc, en dehors du nombre d'armes nucléaires, c'est même pas ça qui compte, c'est la capacité des lanceurs. Les Russes sont capables de frapper grâce aux missiles hypersoniques de façon je veux dire quasi instantané. Ils ont cet avantage qui est l'avantage du temps sur la frappe et qui pour l'instant les rend plus forts sur le plan de la dissuasion nucléaire. Donc même à ce niveau-là, c'est très compliqué pour nous de leur tenir tête. C'est non, c'est vraiment pour l'instant il y a un déséquilibre tel que c'est inenvisageable. En revanche, ce que j'ai expliqué, c'est que ces réquisitions sont quand même ces possibilités de réquisition sont quand même à envisager avec sérieux parce qu'elles posent un problème sur le plan légal, puisque le terme de prévisible renvoie finalement à une menace qui n'existe pas en tant que telle, mais qui est présumée ou fortement présumée. Et et ça c'est flou, c'est très flou. Et là où il y a du flou, il y a un loup. Ça c'est en droit, surtout en droit français et le droit français qui est un droit quand même qui est issu du droit romain. On aime la rigueur et l'exactitude des termes puisqu'on ne se fie qu'à ça. Et là, le terme prévisible est très large en matière d'interprétation. Donc c'est ça qui est embêtant. Et donc je viens d'expliquer que les gens à l'heure où on parle et probablement dans les mois et les quelques années à venir ont peu de chances d'être réquisitionnés. Que s'il y a un conflit, effectivement, c'est d'abord les professionnels, ensuite la réserve opérationnelle, et à la fin, si vraiment il y a problème, on ira chercher les civils. Mais par contre, aujourd'hui, à l'heure où on parle, on peut très bien, vu que la menace russe est presque présentée comme une menace prévisible, on peut très bien d'ores et déjà réquisitionner des entreprises ou certains services de ces entreprises. Pourquoi pas? Puisque c'est les personnes morales et les services qui sont prévus par le texte. Donc, rien qu'à ce niveau-là, déjà, il y aurait une possibilité légale de le faire. Et ça, c'est parfaitement envisageable. Ouais, donc, il y a la finance, il y a ce qu'on va mettre dans les entreprises. Mais pour te dire, tu vois, à quel point il y a une hypocrisie flagrante là-dedans.
c'est que quand tu vois la politique de Macron qui est obligé de réinjecter, donc faute, et c'est lui et ses prédécesseurs, hein, mais on est obligé d'injecter maintenant 413 milliards sur 6 ans pour se remettre à niveau quelque part, parce que c'est ça, hein, la loi de programmation militaire. Euh, Tu vois que dans le même temps, Macron, il continue à liquider nos entreprises nationales et nos fleurons nationaux dans le domaine de la défense. C'est complètement paradoxal, mais tu prends par exemple des sociétés comme LMB Aerospace en Corrèze, la Corrèze que je connais bien, donc qui est un fleuron quand même technologique français et très stratégique d'ailleurs. Il est actuellement en cours de négociation pour une vente aux Américains à une entreprise qui s'appelle LOA pour 365 millions d'euros. Et l'État français est derrière cette vente. À l'heure où Macron vient faire ses beaux discours sur une base aérienne aujourd'hui pour leur expliquer que d'ici 2035, il y aura des Mirages équipés de des Rafales équipés de têtes nucléaires qui voleront à la frontière allemande. Donc il y a ça. Et si on fait le bilan d'ailleurs des entreprises qu'a liquidé Macron, c'est juste hallucinant, quoi. Et c'est là, et ça fait que corroborer d'ailleurs tout ce que j'ai dit avant sur les volontés de dissolution des nations de ces gens-là et à quel point ils croyaient en leur projet avant que ça bascule aux États-Unis. Parce que si tu prends les sessions qui sont faites sous Macron, bon, tout le monde connaît celle d'Alstom Energy à General Electric. Mais tu as aussi Nexter qui a fusionné avec l'allemand KMW, tu as Nexteia qui a été vendu aussi aux Allemands, la Tecoer qui a été vendue aux Américains, Manurin qui a été vendu aux Émiratis, Vernet Caron qui produisait le FAMAS a fait faillite parce que l'armée française a décidé d'acheter des fusils d'assaut HK 416 allemands. Nos manufactures d'armes, elles ont toutes fermé, Saint-Étienne, Tulle, etc. Donc c'est juste un désastre total, quoi. Et puis, je veux dire, Et maintenant, il faut pallier ça. t'en as oublié d'autres. T'en as oublié d'autres. T'as Arcelor, l'acier, Péchinet, l'aluminium, Oui, Alstom, le transport, la destruction programmée d'EDF, Technip, Lafarge, le ah oui, ciment. j'ai juste parlé des sociétés qui, ouais, j'ai juste parlé des entreprises qui avaient un rôle stratégique militaire. Juste ça, Ah militaire. ouais, ouais, ouais. Bah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais C'est pour ça. dans le civil, il y en a beaucoup, je te rassure, quoi. Je te rassure pas, mais il y en a beaucoup. Oui, oui, oui. On brade les bijoux de famille. C'est ça ou pas? Ouais, mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on se réveille, on se dit merde, c'est plus possible. Le projet mondialiste, le nouvel ordre mondial tel qu'on l'avait envisagé, a pris une grande claque dans la figure. On a mal anticipé, on s'est réveillé trop tard, et aujourd'hui, on va se retrouver dans une position comment dire, un peu de enclavé quelque part. L'Europe devient un petit bastillon comme ça à part, entouré des grosses puissances dans un monde multipolaire. Et ils se disent, bah zut, alors on va devoir assurer notre propre défense. Et c'est vrai que quand on voit par exemple la répartition des budgets, alors ce qui est intéressant, c'est de décortiquer le rapport annexe à la loi de programmation militaire. Quand on voit la répartition des budgets qui sont annoncés, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans les innovations, les nouvelles technologies, parce qu'on a énormément de retard là-dedans. Et tout à l'heure, on parlait d'IA. Il y a 10 milliards qui sont injectés dans les innovations, dans le cadre de la loi de programmation militaire, 5 milliards sur l'IA. Mais dans ces 10 milliards sur l'innovation, tu as des trucs, ça va plaire aux complotistes, hein, parce que, et ça, c'est pas moi qui le dis, vous allez tous regarder dans Légifrance, et vous verrez que il y a aussi tout ce qui est recherche dans le domaine des armes à énergie dirigée, des armes électromagnétiques, etc., etc., parce qu'on a énormément de retard là-dedans. Alors que la Chine, les États-Unis et même la Russie ont carrément un train technologique d'avance sur nous. Donc le retard Ouais, à rattraper est colossal, contrairement à ce que nous ouais, font ouais. croire les médias, là. Par exemple, là, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me signale sur le chat, là, Oreshnik. Oreshnik, c'est cette nouvelle arme russe supersonique, qui est la nouvelle pépite russe qui Ouais, fait c'est peur à ça. l'Occident, avec une ogive qui est séparatrice avec des unités de guidage individuelles. Alors, jusqu'à présent, près de 80% des missiles tirés par la Russie
ont été interceptés en Ukraine. Un chiffre qui est jugé quand même très important. Donc, ils ont quand même des moyens de contrer en Ukraine, livrés par l'Occident, qui sont quand même importants. Mais voilà, avec le test de cet engin qui a été testé, en fait, on se rend compte que cet engin supersonique, Oreshnik, qui veut dire la noisette, c'est un nouveau robot à capacité nucléaire, qui est un vrai succès, avec une vitesse qui est un facteur très important. Car plus un missile se déplace vite, moins l'armée, forcément, a le temps en face, on imagine, de réagir. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça. Il n'existe aucun moyen de l'arrêter. C'est pour ça, ils ont par seconde, soit 10 fois la vitesse. Il y a non seulement l'impossibilité de l'arrêter, mais il y a également le facteur temps qui prend le dessus sur tous les autres. Et la particularité des missiles Oreshnik, d'ailleurs, c'est que même sans charge, leur vitesse de déplacement génère en fait une telle onde de choc que c'est déjà suffisant pour créer des dégâts énormes. Là, c'est quand ils ont tiré, c'était sans charge nucléaire. Mais pourtant, ne serait-ce que par la vitesse développée par cette technologie, ça crée déjà en fait une déflagration phénoménale. Donc c'est oui, mais de toute façon, ils ont un train d'avance colossal sur nous. Et le pire du pire, c'est qu'ils ont débauché un Français pour ces technologies-là à la base. Comme par hasard, les Français qui s'exportent là. Maintenant, ils veulent plus rester ici, ils s'exportent maintenant, soit aux États-Unis dans la Silicon Valley, soit en Russie maintenant, où ils achètent à prix d'or nos têtes, qui sont des têtes encore bien en place et valides. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette émission, je tiens à m'excuser auprès des téléspectateurs parce qu'en fait, ils n'ont reçu la notification de cette émission qu'à 20h50, t'imagines 21h50. Ah ouais, 22h07. Il était temps que ça soit envoyé. Ouais. Donc c'est pour ça que en fait le public a tardé à arriver parce que ils n'avaient pas reçu la notification. Je sais pas, il y a eu un petit problème de programmation là aussi. C'est pas la programmation militaire, c'est la programmation médiatique. C'est moins grave, hein, il n'y a pas de morts collatéraux là-dedans. Je tiens à féliciter, puisqu'on parle de géopolitique, à remercier en tous les cas notre sponsor du jour, qui n'est autre que Géopolitique Profonde, à travers ces très beaux articles qui sont conçus par Franck Pengam et ses équipes dans cette lettre confidentielle, qui est un magazine de 86 pages dont vous pouvez vous procurer par abonnement. Et ça arrive dans votre boîte aux lettres, tout simplement. Vraiment un très très bon format, très dense, très compact, avec de très bons articles. Alors, on a évoqué un certain nombre des sujets ce soir, des thématiques, mais vraiment c'est fouillé en profondeur et je pense que François pourrait tout ou tard devenir, et je vais le soumettre à Franck Pengam, François pourrait devenir, à mon avis, très justement, compte tenu de ses capacités à pouvoir synthétiser, bien écrire et tout ça, un collaborateur, même si c'est un mot que j'aime pas beaucoup, collaborateur, mais de géopolitique profonde, parce que c'est vrai que on a déjà notre ami Xavier Moreau qui figure, qui signe des articles quasiment tous les mois, et je pense. Il y a Marc-Gabriel Draghi, non? Exact aussi, ouais. On va faire une conférence ensemble sur l'Europe et l'agenda du 2030, justement, le 5 avril. Ah, et c'est où alors? Ce sera en Alsace, à côté de Strasbourg. Ouais. Ah d'accord, bah, très bien. Alors Janine nous dit que ce magazine est très bien, mais trop cher. Bon, alors, tout a un prix. Lundi, on vendait les médicaments, les adjuvants, comment dire, les compléments alimentaires du docteur Trotta, qui sont fantastiques. Une demande, mais tu peux même pas t'imaginer. Et en plus, il y a un code sur son application Dr Trotta. Il y a un code, on va le mettre parce que vraiment, il est tellement sympathique cet homme-là qu'on va lui mettre également sa pub là. Bon bref, c'est Dr Trotta. Tout ça pour vous dire que il y a des gens qui se plaignaient que c'était trop cher. Or, avec la composition, elle est 3 fois plus dense que si vous alliez acheter les médicaments dans votre pharmacie, et in fine, quasiment 2 fois moins cher. Donc, je sais pas, les gens se plaignent des prix, mais je veux dire, toute information a un prix, sauf sur cette chaîne où tout est gratuit pour vous. Je tiens à le signaler. Bon, voilà. Mais sinon, je veux dire, la santé a un prix, et puis l'information de qualité a un prix. C'est même pas bon de donner les choses gratuitement comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi, François, mais on livre comme ça en pâture des informations dont les autres se nourrissent.
là, j'ai eu un invité, je te dis pas qui, mais je veux dire, il regarde toutes nos émissions, il reprend tous les libellés des uns et des autres, et puis il en fait une merveilleuse synthèse. Et comme c'est un très bon commercial, ben, il vend ça à merci, en reprenant les mots des uns et des autres à sa guise. Bon, moi, je veux bien qu'on distille l'information comme ça, c'est pour informer le plus grand nombre, mais quand même, c'est vrai qu'il faut que vous puissiez nous aider en achetant non seulement le livre de François, qui va être dans les bacs, on aura bien compris, très bientôt, et puis en m'aidant également sur le Grand Virage 2027. Je compte sur votre aide, car je pense que c'est primordial aujourd'hui pour pouvoir vivre normalement, décemment, tout simplement décemment, de pouvoir compter sur votre aide. Voilà, on fait un travail qui est extrêmement dangereux, c'est un travail extrêmement prenant, un travail extrêmement nécessite beaucoup d'agilité, à la fois, je pense, au niveau intellectuel, culturel, philosophique et politique, et ça mérite un minimum de reconnaissance de votre part. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux sur ce chat et dans ces émissions à vouloir nous aider d'une façon ou d'une autre. Ben, en tout cas, n'hésitez pas par ce biais-là. Voilà, donc la page pub autopromo est terminée. Donc on va passer à la deuxième partie de cette émission, effectivement, avec cette fameuse loi qui nous intéresse beaucoup, sur laquelle tu as travaillé. Bon, tu nous en dis déjà beaucoup, mais je crois que tu as encore deux, trois informations à nous donner dessus, sur cette loi de programmation militaire, avant de passer aux questions du public, et si tu as la gentillesse de pouvoir y répondre pendant une dizaine de minutes. Sur la loi de programmation militaire dans l'ensemble, après, c'est quelque chose qui est très technique. Ce qui est intéressant, comme je le disais tout à l'heure, là j'en profite pour revenir dessus, c'est le rapport annexe qui est fourni avec cette loi. Parce que euh, on s'aperçoit en le lisant qu'il donne toutes les grandes orientations budgétaires et stratégiques, non seulement à l'horizon 2030, mais également à l'horizon 2035 et 2040. Donc ça c'est très intéressant, et c'est présenté non pas sous forme d'article, mais sous forme de texte, hein, en exposant un peu les lacunes actuelles à combler, et vraiment les orientations à prendre. Et c'est en lisant ça, notamment, qu'on s'aperçoit que l'armée française a décidé de s'orienter sur l'augmentation de la réserve opérationnelle et non sur le développement d'une armée professionnelle. Donc c'est un choix, hein, c'est un choix qui peut-être sera moins coûteux au final. C'est aussi un choix, je pense, éminemment politique, parce que c'est une autre façon d'impliquer les citoyens dans une guerre probable ou dans un état de guerre probable. On peut faire un peu la comparaison, toute proportion gardée, bien entendu, parce que les situations n'ont rien à voir, mais avec avec les Israéliens, par exemple, où ils ont une grande partie de leur population qui est réserviste au sein de l'armée Tsahal, parce que il y a une implication permanente de la population dans l'état de conflit qu'on a généré là-bas. Et quelque part, j'ai bien peur qu'on recrée ça en France, en voulant impliquer au quotidien le français dans une forme d'état militaire, ou dans une forme de lui octroyer, enfin, plutôt définir en lui une forme de disponibilité permanente. Et j'ai bien peur que ça change un peu l'inconscient collectif des Français. Alors si effectivement pendant des mois on nous rabâche à longueur de journée que potentiellement on peut partir en guerre, etc., etc., on va parvenir à l'objectif, hein, qui est d'avoir des gens qui se présentent pour intégrer la réserve. Donc il y a ça. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'on voit, je pense, à travers ce rapport annexe, toutes les lacunes qu'il y a à combler. Là, c'est vraiment flagrant. On se rend compte à quel point on a un gros retard, que ce soit dans tous les domaines, et y compris d'ailleurs, parce que je parlais des armes un peu atypiques, mais y compris dans l'armement conventionnel, on a beaucoup de retard à rattraper, que ce soit pour l'aviation, par exemple. Alors là, actuellement, on est sur des chasseurs de 5e génération. Euh, les meilleurs modèles sont russes, américains, chinois. Là, il est question aussi de développer déjà pour ces pays-là les chasseurs de 6e génération. Et donc, dans la loi de programmation militaire, on présente aussi les budgets pour un avion européen de 6e génération. Voilà, le SCAF, le SCAF.
Donc il y a ça, il y a l'essor des drones qui sont étroitement en lien avec l'intelligence artificielle et qui vont complètement modifier la façon de faire la guerre. Et ça, on l'a vu, et ça fait partie des remontées de terrain sur le conflit en Ukraine. Donc il va y avoir énormément d'investissements là-dedans. Et après, on peut voir un peu tous les investissements divers et variés. Et ce qui est très important, c'est d'analyser vraiment le calendrier, l'argent qui est injecté, parce que c'est que comme ça qu'on peut comprendre la réalité objective. Parce que c'est très difficile aujourd'hui de rester ancré dans le réel, tant les discours médiatiques sont fantasmagoriques et sont parfois complètement écartés de ce qui se passe, que ce soit sur le terrain ou alors en termes d'objectifs et d'ambitions politiques réalisables. Et donc le vrai rappel, le vrai retour au réel, c'est l'argent, le matériel et les moyens qu'on a. Voilà, c'est tout. Donc là, ça permet d'avoir un excellent bilan, une excellente synthèse de tout ça. Et c'est ce qui me faisait dire d'ailleurs, moi, pour être simple, hein, tout ce que je dis là, je l'ai déjà dit en 2024, avant que Trump soit élu. C'est-à-dire que c'est simple, hein, il suffit de remonter ce que je disais et vous verrez, 2024, je disais, si Trump est élu, il va se passer ce que je suis en train d'expliquer en ce moment. Et pourquoi c'est pas parce que j'ai un talent supérieur aux autres, c'est tout simplement parce que je suis allé voir la loi et les financements avec un regard objectif, réaliste, un regard de juriste aussi, et que j'ai compris où est-ce qu'on nous emmenait et pourquoi on injectait cet argent à ce moment-là pour telle échéance. Et elle est j'en ai aussi disponible, déduit cette loi, on peut y aller, nous demande bien sûr, Régine. c'est une obligation légale, elle doit être disponible puisque c'est la loi. Donc, pour aller la voir, vous allez sur Légifrance. C'est le site préféré de tous les juristes. Et on va sur Légifrance et Légifrance, c'est la base de données légale pour obtenir toutes les lois. Donc, ça vous permet d'avoir accès à l'ensemble des codes et des lois en vigueur. Et ça vous permet de tout consulter. Et ça, c'est une obligation légale. À partir du moment où une loi elle est votée, est promulguée, à partir du moment où une loi est inscrite au JO, ben, de toute façon, elle apparaît sur Légifrance. Donc vous pouvez aller consulter, ça c'est. Mais par contre, voilà, moi la lecture de cette loi me fait dire qu'on va rentrer dans une situation qui sera potentiellement dangereuse euh, à partir de l'horizon 2030, et qu'il y aura d'ailleurs, quoi qu'on en dise, des enjeux géopolitiques majeurs à cet horizon, puisque on aura l'élection américaine qui va intervenir donc dans quasiment 4 ans. On aura un nouveau président en France. Donc, s'il y a des décisions qui doivent être prises, ce sera peut-être probablement même pas un nouveau président. Et pourquoi pas un président prétendument nationaliste, justement. Hein, ça aussi, on peut se poser la question. Je me suis posé la question tout récemment. Et tout à l'heure, je parlais du faux nationalisme et du fait qu'on mette en avant le patriotisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est très fin comme analyse. Du reste, c'est la première fois, franchement, que j'entends ce type d'analyse de quelqu'un. C'est extrêmement fin ce que tu nous as dit là. Ben, si tu veux, pour les globalistes, c'est le levier et l'opportunité rêvée de ne pas s'imputer la responsabilité de la guerre. Voilà. Je suis globaliste, voilà. Je mets une marionnette pseudo-nationaliste pilotée et j'impute la responsabilité de la guerre au nationalisme. Et une fois qu'on a détruit, on reconstruit des bases en disant regardez les nationalismes, ça fait 2 fois dans l'histoire qu'ils nous mettent dedans, 3 fois même. Stop, on arrête. Aujourd'hui, on va vers une gouvernance mondiale et un monde pacifié. Voilà. Donc il faut garder ça à l'œil. Je dis pas que ça se passera comme ça, mais je dis qu'il faut surveiller ça de près. Ouais.
Bon, en tous les cas, je te remercie infiniment d'être venu et vraiment, je vous invite pour ceux qui ont pris cette émission en cours parce que la programmation, non pas militaire, mais de l'émission a été mal faite ce soir et donc vous n'avez été prévenu que bien trop tard, 1 heure après le début de cette émission, de l'existence de cette émission ce soir. Donc, inutile de vous dire que les gens ont pris l'émission en cours. Ils ont été passionnés. Hein. Moi, j'ai les chiffres en direct et je vois que c'est monté comme ça au fil du temps, mais on est parti de très bas forcément parce que les gens n'étaient pas au courant qu'elle existait cette émission là ce soir. Avec toi sur ce sujet-là, qui est un sujet absolument passionnant et une analyse extrêmement fine. Je tiens à le rappeler. Donc, j'invite vraiment les gens à aller sur Contre-Révolution pour revoir l'émission qui sera en ligne encore demain. Je vais la laisser du coup plus longuement que prévu, mais à partir d'après-demain, qui sera sur contre-révolution.fr, www.contre-révolution.fr. Vous pouvez écouter en podcast, j'ai dit en podcast, toutes ces émissions. Et c'est vrai qu'il y a une richesse dedans absolument fantastique. En tout cas, c'est un plaisir pour moi, toi, de les présenter, ces émissions, notamment avec toi, François, le mardi, parce que tu as toujours une vision, je dirais, prend pas mal, hein, mais décalée de ce qu'on nous présente réellement. C'est-à-dire, c'est pas du tout corporate, ta façon de présenter les choses, et c'est très très intéressant parce que justement, c'est à la fois il y a du vécu, il y a de l'investigation derrière, il y a de la connaissance, et puis il y a beaucoup d'intelligence à pouvoir enrichir les sujets et les thématiques avec tes connaissances qui te sont propres. En tout cas, merci infiniment d'être venu. Bonne chance pour ton livre. Merci à vous tous. Rendez-vous demain à 19h pour cette première émission et 21h pour la seconde. Merci à vous tous. Merci François. Au revoir. Merci Richard. Au revoir.